Bonjour à tous, on se retrouve pour cette troisième et dernière partie sur le chapitre 18, numérisation de l'information. Donc on a parlé de la chaîne de transmission, de la différence entre un signal analogique et numérique, les différents critères pour obtenir une numérisation de qualité. Il faut bien que vous reteniez quand même qu'une numérisation vous fait perdre de l'information, même si elle est d'excellente qualité, mais vous perdez de l'information. C'est pour ça, si je prends l'exemple de la musique, aujourd'hui, beaucoup de personnes reviennent à l'écoute de vinyle et non plus de streaming comme vous pouvez faire, Spotify, Deezer, etc. Voilà, ça c'était petite parenthèse. Et on va parler cette fois-ci des images numériques. Vous allez voir que le principe reste le même, il y a un codage. Voilà, le principe reste le même. Donc les images numériques. Alors une image numérique, il faut bien comprendre déjà qu'elle est composée de pixels. Et chaque pixel est composé lui-même, de 3 sous-pixels ou des fois vous pouvez entendre luminophores. Voilà, ça dépend. Un rouge, un vert et un bleu. Donc c'est pour ça que souvent on parle de codage RVB ou RGB en anglais, pour vert green. Euh, Comme on peut entendre aussi parler de câble RGB, voilà, de choses comme ça. Donc image numérique, pixel, chaque sous-pixel, un rouge, un vert, un bleu. Donc chaque couleur d'un sous-pixel va être repérée par un nombre. Donc ici, au sous-pixel rouge, on va lui associer un nombre. Donc chaque pixel d'une image numérique, vous allez avoir un code. Voilà, comme on parlait tout à l'heure de codage, ce sera exactement le même principe. Alors le codage le plus utilisé en image numérique, alors pour les photographes professionnels, ils n'utilisent pas tout le temps ce genre de codage. Mais ils utilisent un autre type de codage qui est dit vectoriel. Alors je ne rentre pas dans les détails parce que je vous avoue que moi-même je ne comprends pas forcément tout exactement et puis c'est pas forcément mon métier donc je l'utilise pas tous les jours. Mais c'est un autre codage d'image qui est d'une qualité différente en fait, qui permet de faire des choses un peu différentes. Donc nous pour un codage le plus courant qu'on appelle un codage RVB 24 bits, vous allez avoir chaque pixel qui sera codé sur 3 octets. Alors c'est quoi 3 octets? Octet, vous avez 8, donc ça veut dire 8 bits par octet. Donc vous avez bien 8 fois 3, 24. Donc chaque pixel est codé sur 8 bits. Donc chaque sous-pixel peut ainsi prendre 256 nuances. Alors d'où ça sort? Eh bien on va tout simplement faire le calcul. Vous avez donc 24 bits à vous partager sur 3 sous-pixels. Ce qui veut dire que chaque sous-pixel peut être codé, là je parle bien du sous-pixel, peut être codé sous 8 bits. Ce qui vous donne combien de possibilités? Eh bien 2 puissance 8. 2 puissance 8 possibilités par sous-pixel. Si vous tapez ça, ça vous fait 256 possibilités. Donc ça veut dire que vous avez 256 possibilités pour le sous-pixel rouge, le vert et le bleu. Donc ça veut dire que vous avez eu 256 nuances, 256 teintes pour chaque sous-pixel. Maintenant, un pixel entier du coup, comme vous avez 256 possibilités pour le rouge, 256 possibilités pour le vert, 256 possibilités pour le bleu, ce qui vous fait un total de possibilités de 256 fois 256 fois 256, qui vous fait à peu près 16 millions de couleurs possibles. Donc dans ce genre de codage RVB 24 bits, vous allez pouvoir obtenir sur votre écran 16 millions de couleurs euh, possibles sur l'affichage. Donc là, je vous ai remis un exemple, il me semble qu'il est dans votre livre d'ailleurs. Donc si vous avez l'image de Mario, la partie rouge de son habit, donc chaque carré représente un pixel, donc codé ici sur 24 bits, donc à vous partager entre 3 sous-pixels, 24 divisé par 3, donc ça fait 8 bits par pixel, donc 256 possibilités. Alors pour obtenir le rouge de sa salopette, le pixel rouge va prendre la valeur 255, donc valeur la plus élevée. Alors je vous rappelle qu'on part de 0, donc il y a 256 possibilités. Avec la valeur 0, c'est n plus 1, donc 256 possibilités. Donc 255 étant la valeur la plus élevée. La valeur
pour le pixel vert, ce sera 0, éteint, et le pixel bleu, 0, éteint. Et donc vous avez bien une couleur rouge. Maintenant, si vous voulez le noir pour ses cheveux et la moustache, eh bien, tous les pixels vont prendre la valeur 0. Vous voulez une teinte orange, ça va être un mélange avec une valeur du pixel rouge, du sous-pixel rouge prendra une valeur de 255 et le sous-pixel vert prendra une valeur 171, ce qui vous donnera une teinte orangée. La teinte blanche, du coup, qui fait le pourtour de l'image ici, va être donnée par les valeurs les plus élevées pour les 3 sous-pixels. Voilà, donc ce qui est important de retenir ici, c'est que chaque sous-pixel va être codé. Dans un codage 24 bits, vous allez avoir pour chaque sous-pixel 256 possibilités. Et donc pour un pixel entier, un ensemble de 16 millions de couleurs possibles. Maintenant, on peut aussi afficher des images en niveau de gris. Donc pour les images en niveau de gris, alors vous avez compris tout à l'heure que pour obtenir du noir ou du blanc, il fallait que les sous-pixels aient les mêmes valeurs. Eh bien, si vous prenez la même valeur, si vous associez la même valeur à tous les sous-pixels, vous allez obtenir des nuances de gris. Donc si vous êtes à 0 ou 255, donc on l'a vu, c'est noir ou blanc. Et puis après, toutes les valeurs intermédiaires entre 0 et 255 vont vous donner des nuances de gris. Et donc plus les valeurs seront élevées, plus le gris sera clair, plus les nombres seront faibles, plus la nuance sera foncée. Mais il faut bien, pour qu'on soit en codage en nuance de gris, que les 3 sous-pixels aient la même valeur. Ce qui vous donne du coup 256 nuances de gris. Alors maintenant pour la fin de l'image numérique, on va parler un tout petit peu de définition et de taille d'une image. Donc la définition d'une image, alors c'est un nombre sans unité. Quand on parle de définition d'une image, c'est un nombre qui est sans unité et qui correspond au nombre de pixels qui va composer l'image. Donc par exemple, quand vous affichez quand vous prenez l'affichage de votre ordinateur et que vous lui dites je veux un affichage à 640 par 480, ça veut dire qu'il comporte donc 640 colonnes et 480 lignes de pixels, ce qui vous donne une définition de 307 200 ici. Alors vous avez bien évidemment, alors ça c'est une définition qui est très basse. Aujourd'hui vous avez des définitions qui sont très élevées. Alors vous avez par exemple le Full HD qui est dite en 1080. Alors on vous donne souvent que cette partie-là du nombre de pixels. Donc ici la définition est de 1920 par 1080. Donc nombre de colonnes, nombre de lignes. Et puis vous avez la définition aujourd'hui 4K qui correspond à une définition de 3840 par 2160 pixels. Donc vous voyez que là on a un plus grand nombre de pixels. Donc quand vous zoomez sur votre image, eh ben, vous remarquez que la définition de l'image est beaucoup plus nette dans la définition 4K. Vous avez beaucoup plus de pixels qui va par exemple composer la bouée ici. Vous avez beaucoup plus de pixels qui va pouvoir donner la couleur à cette bouée et donc la taille que prend la bouée sur cette image. Alors qu'ici vous en avez beaucoup moins, donc on dit que l'image est pixelisée dans cette définition ici. Voilà, ça reste de très grosses définitions, 1920 par 1080, et la définition 4K, alors on pourra en discuter pendant longtemps, si effectivement c'est de la vraie 4K, est-ce que les télés aujourd'hui sont capables vraiment de fournir de la vraie 4K ou c'est juste une extension de la Full HD. Bon, voilà, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais voilà, il faut juste que vous compreniez ce que c'est que la définition, un nombre de colonnes, un nombre de lignes, qu'on multiplie l'un par l'autre pour avoir la définition. Plus ce nombre est élevé, plus la qualité de l'image est bonne. Maintenant, ça va bien évidemment déterminer la taille qu'occupera votre image. Si vous êtes photographe, que vous prenez une photo qu'ensuite vous devez stocker sur un disque dur ou sur une clé USB ou peu importe, ou sur un cloud, eh bien la taille de l'image, c'est la place qu'occupera le codage de tous les pixels. Donc évidemment, si vous avez un plus grand nombre de pixels qui composent votre image, vous allez forcément avoir une place de stockage qui doit être plus importante.
Donc on exprime souvent cette valeur en octets, et un octet vaut 8 bits. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure sur l'image, donc où chaque sous-pixel était codé sur un octet. Donc la taille de stockage de votre image, le poids de votre image, ça va être le nombre d'octets par pixel qui sera multiplié par la définition. Donc vous voyez que ces deux paramètres vont influencer la taille de votre image. Alors on va faire un tout petit exemple pour terminer. On prend une image qui a une définition donc de 1600 par 1200 pixels. Alors ce qui vous fait une définition d'environ 2 mégapixels. Alors je vous mets la valeur exacte, 10 puissance 6 pixels. Donc méga, 10 puissance 6. Ensuite, le codage ici de votre image se fait en RVB 24 bits. Donc ce qui veut dire 3 octets. Je vous rappelle que 1 octet correspond à 8 bits. Donc ce qui veut dire ici 3 octets par pixel. Et donc vous allez avoir une taille pour votre image. Donc 3 octets pour un pixel fois la définition qui est de 1,92 fois 10 puissance 6 qui va être égal à 5,76 fois 10 puissance 6 octets. Alors en réalité la taille est même un petit peu supérieure. Pourquoi? Parce que quand vous enregistrez une image, il y a le nom du fichier, il y a d'autres informations, le nombre de lignes, le nombre de colonnes, le format, voilà. Donc la taille de votre image est encore un petit peu plus importante. Là, je ne rentre pas dans les préfixes et suffixes, des différentes unités, méga, giga, etc. Parce qu'en réalité, les préfixes méga, kilo, giga, téra correspondent à des signaux analogiques. On fonctionne en puissance de 10. D'accord, kilo 10 puissance 3, méga 10 puissance 6, etc. Mais dans le système numérique, donc octet ici, quand on parle ici en octet, on n'est plus en puissance de 10, on est en puissance de 2, comme on l'a vu pour la résolution. Et donc ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire un mégaoctet, en réalité, ce n'est pas tout à fait 10 puissance 6. C'est pas exactement. Mais si vous voulez, on fait pas vraiment la différence et on associe le mégaoctet au mébioctet en fait. Ce serait son vrai nom. Donc kilo-octet devrait être en fait dit kibioctet, mégaoctet, mébioctet, etc. Gigaoctet devrait être dit gibioctet, qui ne correspond pas tout à fait à des puissances de 10. Mais on fait souvent on ne fait pas la distinction entre les deux. Voilà, pour ce chapitre 18, on l'a terminé avec cette partie 3. Je vous remets la carte de façon définitive. Et on passe au chapitre 19 après, sur justement la transmission de cette information et le stockage. Voilà pour le chapitre 18.